pour notre troisième séquence sur le thème « L'habitat se réinvente, utopie ou réalité ». Nous l'avons vu ce matin, les EHPAD sont de moins en moins plébiscités et les personnes en perte d'autonomie sont de plus en plus demandeuses de solutions alternatives à l'établissement. Quelles sont les initiatives en cours poursuivant cet objectif ? Quelles sont les conditions pour que ces habitats alternatifs répondent aux besoins des personnes qui les occupent ? À quelles innovations faut-il s'attendre demain? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir en plateau Chloé Desbonnets, responsable de la Villa Marguerite, une colocation de l'association Le Club des Six qui gère de nombreux habitats inclusifs. Alors Chloé Desbonnets est un peu seule en plateau, mais heureusement nous avons d'autres invités en duplex, en la personne de Guillaume Desnaux, cofondateur d'Alenvie de compagnie et de Bien commun Habitat Partagé. Bonjour Guillaume Desnaux. Nous avons également Jawad Ajam, directeur du développement de Syntic, géré par le groupe Vive 3 Pays de la Loire et titulaire de la chaire Avenir et Santé, et Théo Peton, chef de pôle prévention et inclusion au sein du département de Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, on va faire une réunion mi-présentiel, mi en duplex, et tout va bien se passer. Alors évidemment, je donne la priorité à Chloé Desbonnets qui est présente à mes côtés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Chloé Desbonnets, ce fameux Club des Six, comment est né ce projet-là et quel est son objectif et comment, voilà, comment vous gérez ces nombreux habitats inclusifs? Alors, le Club des Six est né de l'initiative d'une personne qui s'appelle Maëlys Kanzler, qui d'ailleurs m'honore de ma présence ici. Enfin, du coup, je suis là pour la représenter, donc j'espère être à la hauteur de ses attentes. J'imagine qu'elle vous regarde en plus. Je sais pas, j'espère pas, je vous assure. En tout cas, voilà, le projet est né grâce à Maëlys Kanzler qui a pensé tout ça pour sa sœur Sabrina, qui est restée cérébro-lésée suite à un accident de voiture. À cette époque-là, Sabrina, elle n'avait pas du tout envie de vivre en établissements médico-sociaux et elle ne pouvait pas non plus rester de façon définitive chez ses parents. Ouais. Elle avait envie d'avoir un chez elle, comme tout le monde, de pouvoir vivre une vie la plus ordinaire possible. Mais le problème, c'est que Sabrina a besoin d'une stimulation permanente. Elle ne peut pas vivre seule. Et elle a besoin d'une aide humaine au quotidien, pour les actes de la vie quotidienne, tout simplement comme pour l'accompagner pour aller aux toilettes ou je ne sais pas, par exemple, l'accompagner en cas d'évacuation pour un incendie, des choses comme ça. Enfin, bon, vraiment, elle a besoin au quotidien d'un accompagnement. Sauf que pour avoir une présence humaine permanente, c'est donc 24-24, à cette époque-là, Sabrina n'avait que 6 heures d'aide par jour. Pour avoir une présence humaine 24 heures sur 24, il faut compter à peu près 5 équivalents temps plein d'auxiliaires de vie, donc pour faire 24 heures sur 24. Et elle n'avait droit qu'à 6 heures. Donc c'est à partir de ces observations que l'idée du Club des Six est née. Il fallait créer un lieu de vie en milieu ordinaire, hors du cadre médico-social. Il fallait que ce soit une vie en colocation, parce que ça permet d'éviter l'isolement, de partager son quotidien, ses repas, les activités, des choses comme ça avec d'autres personnes. Et puis surtout, mettre en commun les moyens financiers, ce qui fait qu'on partage les coûts. Il était possible d'avoir du coup des espaces plus grands. Quand on partage à plusieurs, forcément, on peut se permettre d'avoir des endroits plus grands. Et puis surtout de mutualiser les aides humaines. Ça permettait comme ça de combler un petit peu ce qui manquait pour pouvoir avoir une présence 24 heures sur 24. Donc c'est comme ça que le projet du Club des Six est né, de la volonté de Sabrina d'avoir une vie la plus ordinaire possible, comme vous et moi. D'accord. Et ça s'est concrétisé donc par combien de personnes qui vivent avec elle? En tout cas, dans les premiers temps, vous avez... 6 personnes. 6 personnes. Et comme le dit souvent Maëlys, le Club des 5 était déjà pris, donc du coup, on a fait le Club des 6. Voilà, j'allais vous le dire. Donc toutes nos colocations aujourd'hui accueillent 6 personnes en situation de handicap. D'accord. Et pour un accompagnement donc de 6 professionnels, comment ça se passe? Alors ça fonctionne. On mutualise du coup on mutualise la PCH de nos colocataires à minimum de 4 heures pour pouvoir assurer une présence 24 heures sur 24. Donc journée et nuit, parfois il y a plusieurs intervenants, mais il y a toujours quelqu'un de présent auprès des colocataires.
D'accord, très bien. Alors c'est un formidable de projet. J'imagine qu'il n'a pas dû être facile à mettre en place quand même si ça paraît évident comme ça quand on y réfléchit en théorie. Est-ce que vous avez connaissance de difficultés justement pour mener ce type de projet, et de quelle nature sont-elles? Oui, alors c'est en 2009 quand l'idée a émergé. À ce moment-là, les termes d'habitat inclusif étaient beaucoup moins présents qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. On peut dire qu'il est apparu en 2017. À ce moment-là, on ne connaissait pas trop le principe, on ne voyait pas trop comment ça pouvait fonctionner. Donc il a été difficile de faire accepter deux choses. D'une, qu'on n'était pas des mini-établissements médico-sociaux, qu'on était vraiment hors du cadre médico-social, qu'on était des lieux de vie privés, en milieu ordinaire. Parce qu'à ce moment-là, Sabrina, elle ne voulait vraiment pas du tout être en établissement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voulait permettre à nos colocataires de mutualiser leurs prestations de compensation au handicap. Et ça, c'était quelque chose qui était difficile à faire comprendre. Ouais. Alors aujourd'hui, on peut dire que ces idées-là, elles font partie de cette réflexion. Mais au moment de la création du Club des 6, la première villa a ouvert en 2014. À ce moment-là, il a fallu surmonter des obstacles, évidemment, et surtout, il a fallu convaincre que cette solution pouvait être une bonne solution. On a ouvert la première villa dans le Var, donc on a eu cette chance, puisque c'était vraiment un département qui a montré... qui s'est montré très ouvert et novateur pour permettre cette ouverture. Et puis une des problématiques qu'on a rencontrées et qui persiste encore aujourd'hui, c'est de trouver le bon service d'aide à domicile, parce que je ne l'ai pas dit, mais la particularité, c'est qu'il y a un SAD qui intervient au quotidien auprès des colocataires. Et ce SAD-là, il est réservé aux colocataires en tout cas, ils interviennent qu'au sein de cette villa-là. Les équipes. Et donc cette problématique, c'était une autre problématique, c'était de trouver un SAD qui réponde à notre cahier des charges, donc à savoir d'être présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, être dans le faire avec et pas faire à la place d'eux, parce que c'est pas du tout le but du Club des 6. C'est intervenir auprès de colocataires qui ont des profils différents, avec des types de handicap très variables. Oui, voilà, donc c'est pas uniquement des cérébrolésés, c'est-à-dire qu'il y a des handicaps. Au départ, le projet avait été pensé pour Sabrina cérébrolésée. Il a été question à un moment on s'est questionné à un moment de savoir si, on réservait, on va dire, ça à ce type de handicap, mais au final, non, Maëlys s'est rendu compte que la mixité du handicap était très intéressante et importante pour apporter plein de choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos villas sont ouvertes à tout type de handicap. D'accord. Et donc, dans notre cahier des charges, à nouveau, par rapport au SAD, il y a une responsable d'équipe qui est dédiée à cette villa. Et tout cela, évidemment, au tarif PCH en vigueur dans le département et sans reste à charge pour nos colocataires. D'accord, ok. Et donc, pour ce faire, à défaut de trouver, on a accompagné la création d'un SAD qui s'appelle Cap Service. Donc, c'est un service domicile, autonomie à domicile, qui est expert et qui nous accompagne sur la majorité de nos villas. Et on se rend compte que c'est assez difficile quand on ne peut pas travailler avec Cap Service. Quand Cap Service n'a pas l'autorisation sur le département d'intervenir en tant que SAD. Et qu'on doit faire appel à un autre SAD, là on se retrouve face à des difficultés. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a une culture qui n'est pas intégrée. C'est ça, hein, oui, vraiment, c'est l'idée vraiment d'être dédié à un groupe de colocataires avec des horaires différents, des choses comme ça. C'est vraiment particulier, c'est propre à l'habitat inclusif. Et avec peut-être un peu cette approche collective, j'imagine aussi d'intervenir, c'est-à-dire de mettre du lien entre les différents locataires. Et en plus de travailler, on va dire en parallèle avec le Club des 6 qui travaille sur le projet de vie sociale et partagée, où au-delà de l'accompagnement au quotidien, dans les actes de la vie quotidienne, il y a toute la partie volonté de porter des projets à titre individuel ou à titre collectif. Parce qu'on attend de nos colocataires qu'ils aient envie de faire des choses pour eux, à titre individuel, mais aussi de faire des choses avec le groupe, puisqu'ils sont dans une colocation, comme vous et moi, on pourrait créer demain. Donc l'idée, c'est de faire des choses ensemble et de partager des moments intéressants.
Et donc voilà. Donc jusqu'ici, malgré toutes ces difficultés, quand même, on a eu des financements qui nous ont été accordés par la CNSA et puis aussi les départements. Et actuellement, on a donc 16 villas qui sont déjà ouvertes sur le territoire national et nous devrions en ouvrir une vingtaine en 2024. D'accord, en plus. Oui. En plus. Ok, très bien. En plus des 16 déjà ouvertes. Moi j'avais une question à vous poser concernant ce... Je n'avais pas prévu de vous la poser, hein, mais ce n'est pas une question piège. Piégée, c'est pas sympa. Non, ce n'est pas une question piège. Une question un peu de curiosité sur cette question, sur le service d'aide à domicile en fait, que vous avez contribué à créer. On sait qu'il y a un problème d'attractivité des métiers de l'humain. Certains services d'aide à domicile aussi ont des manières de fonctionner qui redonnent du sens quelque part aux professionnels. Je pense à certaines autonomies de gestion, etc. Mais il y a plein de manières de redonner du sens. Est-ce que vous avez le sentiment justement que ce service créé par vos soins, il y a des professionnels aussi qui sont contents d'être là, et ça m'amène vers les plus-values aussi de cette initiative, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des professionnels qui sont contents d'être là parce qu'ils voient beaucoup de sens à ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur le sujet? Disons qu'il y a des avantages dans le sens où c'est pas le même fonctionnement qu'un SAD classique puisque nos intervenants sont présents sur des horaires de journée, sur des journées et ils arrivent le matin sur leur lieu de travail, ils repartent le soir sur leur ils repartent chez eux, et ils ont pas il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de Oui, il n'y a pas, on s'arrête et il faut reprendre 3 heures plus tard. Ils n'ont pas de changement de domicile à faire, ils sont vraiment présents au quotidien pour nos colocataires, avec l'idée de bien sûr travailler pour les colocataires et travailler chez les colocataires aussi. Et puis ils ont du temps. Ils ont le temps, c'est-à-dire que le rythme de la villa se crée aussi bien avec l'équipe qu'avec les colocataires. Évidemment, c'est le groupe ensemble qui va créer sa dynamique et qui va décider un peu de comment sont organisées les journées. Et donc, forcément, il y a beaucoup plus de temps, donc c'est beaucoup plus confortable. Et parce qu'on est 6, et comme le dit aussi souvent Maëlys, on ne deviendra jamais le club des 10. Donc on reste sur ce petit nombre, donc évidemment il y a des avantages. D'accord, très bien. Alors justement, si on en vient en plus-value pour les personnes présentes, pour les fameux locataires, qu'est-ce que vous pouvez constater parmi ces plus-values-là? Tout simplement l'accès à une vie ordinaire, un confort auquel ils ont droit, d'avoir un chez-soi, d'être vraiment dans une vie considérée comme ordinaire, même si ça peut être un peu subjectif de dire ça comme ça, mais en tout cas l'idée d'une vie épanouissante avec l'envie de, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des envies pour soi, des envies pour le groupe, de vivre des expériences au-delà des activités occupationnelles. Ça leur fait vivre des aventures, ça leur fait rencontrer des personnes, ça évite l'isolement, ça développe énormément de choses, ça les intègre à la vie aussi de la cité, puisqu'on fait en sorte d'installer nos villas en cœur de ville. En termes d'accessibilité, évidemment, c'est beaucoup plus pratique. Ils peuvent aller boire un café au petit bar du coin ou aller sur les marchés, des choses comme ça. Donc on va dire que ça joue sur la mise en valeur de toutes leurs capacités, parce qu'ils font des choses pour eux, comme eux ils ont envie. Et puis la plupart de nos colocataires résument ça en un seul mot, c'est la liberté. Voilà. Et après, on ne faut pas oublier l'aspect financier qui est assez important aussi dans les plus-values. C'est que, on le sait, la vie coûte très cher, d'autant plus quand on est en situation de handicap. Pour des personnes qui sont en fauteuil roulant, il faut avoir un lieu de vie adapté, enfin en tout cas un appartement adapté ou quelque chose d'adapté. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ils doivent être forcément plus grands, donc plus chers, et donc ça va vite. L'accompagnement dont on parlait tout à l'heure, donc les 5 ETP qu'il faut pour pouvoir avoir une présence 24 heures sur 24, ça fait une dépense moyenne de 10 000 euros. Donc c'est quand même une sacrée dépense. Alors que nos colocataires, ils décident de mettre en commun toutes leurs aides, une partie de leurs aides, et ça leur permet aussi d'accéder du coup à un logement adapté, suffisamment grand et sécurisé par la présence de nos intervenants, des intervenants
Cap Service. On mutualise les frais de vie, ce qu'on appelle les frais de vie, qui permettent de financer toutes les dépenses du quotidien, les charges de la villa, ces choses-là. Ajouter au loyer, ça fait une dépense de 850 €. Donc si on considère l'AAH de nos colocataires plus la MVA auquel ils ont droit et les APL, ça leur laisse à peu près 400 € pour vivre. On est à 40% de leur AH par rapport à un établissement où on est sur en moyenne 30%. Et puis pour l'accompagnement, évidemment, ils le multiplient par 4 en partageant avec les autres. Parfois, ils n'ont pas, eux, 24 heures ils n'ont pas 24 heures d'aide par jour. Donc forcément, voilà, ils peuvent profiter de cet accompagnement aussi. Très voilà bien, un petit peu pour les je vous remercie beaucoup. On va passer à un deuxième projet aussi qui est très intéressant, qui est le projet bien commun Habitat Partagé. Je voudrais parler, et je voulais donner la parole à Guillaume Desnaux, justement, qui porte ce projet. Alors, Guillaume, je parle sous votre contrôle. Bien commun Habitat Partagé, c'est un lieu de vie permettant à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer de cohabiter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la déclinaison de ce projet? Comment est-il né? Comment il se décline aujourd'hui? Exactement. Bonjour à tous. Bien commun, ce sont donc des... J'ai un écho, pardon. Ce sont donc des colocations. On vous entend très bien. Oui, c'est juste que j'ai un écho. Ce sont des colocations donc pour des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer. Ce ne sont pas des clubs de 8. Que dans nos deux maisons qui fonctionnent aujourd'hui à Paris, à la IPE, maison, vous avez dans chacune des maisons 8 personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés. Et ces personnes vivent ensemble avec en permanence l'accompagnement d'animateurs ou animatrices de la vie partagée et d'auxiliaires de vie. Il y a au moins 2 personnes la journée, souvent 3, et une la nuit, qui sont là pour les accompagner. Donc, on est vraiment dans la même philosophie que le club d'idée et de faire avec, plutôt que de faire à la place d'eux. Je reviens peut-être sur la genèse. Avant de créer, parce que moi c'est intéressant par rapport à ce qui a été dit, le service d'aide à domicile. Nous, c'était notre métier d'origine. Au départ, on a créé Allenby en 2016 avec 2 collègues. Et Allenby, c'est un service d'aide à domicile que justement vous en parliez, innove sur le mode d'organisation du travail pour redonner de l'autonomie et revaloriser les auxiliaires. Un système d'organisation en équipe autonome, auxiliaires de vie salariés, mais qui vont faire eux-mêmes, souvent elles-mêmes, les plannings, la relation avec cette famille, le recrutement collectif. Nous, on vient de là, en fait, en accompagnant à Paris, en région parisienne, une centaine de personnes âgées, beaucoup avec des troubles cognitifs. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque aujourd'hui dans l'offre entre le domicile où on est tout seul et l'EHPAD. Parce que beaucoup de personnes qui ont des troubles cognitifs, finalement, n'ont pas forcément de lieu médicalisé. Par contre, elles ont très vite un isolement, une rupture de la vie sociale qui se crée à cause des troubles cognitifs. Simplement parce qu'il y a plein d'activités qu'ils ne peuvent plus faire, des gens qui ne viennent plus vous voir parce qu'elle a fait peur. Un face-à-face avec le ou la conjointe qui parfois peut être compliqué, il faut dire, je pense qu'on l'a peut-être déjà vu. Et donc, dans ce cas-là, l'habitat partagé est vraiment le lieu où on va pouvoir conserver une vie sociale. C'est vraiment la première chose qu'on se rend. Et cette vie sociale, c'est finalement la meilleure thérapie médicamenteuse qu'on peut avoir contre cette maladie. Et elle évolue trop négativement. Et au-delà de rester en prise avec les tests de la vie quotidienne. Donc, ça a déjà été le concept plus proche, sauf qu'évidemment, les personnes sont très différentes du cognitif. Mais le fait, par exemple, de participer à la préparation des repas, faire des gestes de la vie quotidienne comme jardiner, de linge à sécher avec un auxiliaire de vie. En plus, évidemment, des activités qui peuvent être organisées, musique, échange avec les personnages, etc. Bien, ça maintient, ça évite à la maladie d'évoluer trop vite et arrive facilement quand on arrive dans un lieu où d'un seul coup, tous les gestes de la vie quotidienne deviennent collectifs parce que la restauration est collective, le linge c'est collectif, etc. Voilà. Donc c'est vraiment ça, et en fait on n'invente rien, puisqu'en Allemagne, il y avait des milliers de lieux comme le nôtre dédiés aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Très bien. Donc voilà un peu ce qu'on développe. Aujourd'hui, on a 2 maisons, mais beaucoup d'autres projets. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est évidemment l'implication des familles.
c'est inhérent à l'habitat partagé, mais dans ce cadre-là, c'est très important. On a le lieu est vraiment co-géré avec les proches aidants, ce qui leur permet d'être dans quelque chose qui est moins culpabilisant peut-être que de confier son proche à une institution, et plutôt une relation très horizontale déjà entre proches aidants. Il y a une vraie communauté qui fait de proches aidants autour des personnes qui habitent. Il y a des liens très forts, très directs avec les auxiliaires de vie, ce qui est vraiment en fait avec notre philosophie chez À l'Envie. On ne fait pas trop les liens verticaux réglementaires, mais plutôt qu'on fasse du feedback en continu pour s'améliorer, et ça marche très bien. Alors, c'est pas toujours ça, mais ça marche globalement très bien entre les aidants familiaux et les aidants professionnels qui travaillent dans la maison. Voilà, et puis des choses, une histoire que j'aime faire, une anecdote quasiment quotidienne que je viens raconter qui illustre vraiment les bénéfices de lieux comme ça, c'est que, par exemple, on a des aidants qui viennent régulièrement de parcs pas loin avec leurs proches. Souvent en bonne intelligence avec d'autres proches, pour aussi emmener d'autres personnes âgées se promener avec leurs parents. Voilà. Donc déjà, ils sont plusieurs, il y a cette vie sociale, et puis il y a une personne qui va pouvoir aller faire une balade dans le parc, qui n'en pas forcément plus, parce que les auxiliaires, pour vite, ne peuvent pas les occuper à faire des balades. Et c'est quelque chose qui, dans un lieu très réglementé, c'est impossible, parce que vous avez tout de suite la question de sécurité, etc. Mais là, en bonne intelligence, quand on est sur des petites unités où tout le monde se connaît, tout le monde fait confiance, par exemple, ce genre de solution. Très bien. Vous aviez évoqué des bénéfices aussi à l'échelle des territoires. Quel est le bénéfice de ce projet à l'échelle du territoire? Alors vous avez... Exactement. Alors, ça a déjà été un peu évoqué sur le projet Club des 6, mais nous, ce qui nous passionne dans ces projets, c'est de dire, évidemment, qu'on répond en premier lieu à la transition démographique, à la prévalence des troubles cognitifs qui va augmenter fortement, mais l'idée, c'est d'apporter une réponse à cette transition en apportant également des réponses aux autres transitions. Si la réponse à la transition démographique, c'est des impacts négatifs sur les sujets sociaux ou les sujets environnementaux, ça peut pas marcher. Donc le sujet social, c'est principalement le travail. Donc oui, aujourd'hui, et ça je peux vraiment vous le dire parce que je suis aussi gérant d'un service d'aide à domicile, l'emploi dans les habitats partagés est vraiment mieux disant et vraiment valorisé par les auxiliaires de vie par rapport au domicile. Parce que vous avez une sédentarité, évidemment, vous n'avez pas l'emploi du temps morcelé, vous courez à droite à gauche toute la journée, et puis mais vous avez quand même la possibilité d'avoir une approche vraiment personnalisée avec les personnes, contrairement aux établissements où vous voyez finalement trop de personnes. Et puis il n'y a pas ce morcellement des tâches qu'on voit aussi dans les établissements souvent. Donc vous avez un côté polyvalence qui est très apprécié. Donc ça, encore faut-il que ce soit accompagné par de la formation, parce que ça peut aussi être une charge mentale importante de s'occuper de 8 personnes âgées Alzheimer dans une maison, vous l'imaginez bien. Donc avec de la formation, c'est une opportunité de développement professionnel. Ça doit aussi, il y a un travail à faire sur sans doute la reconnaissance, la création peut-être de nouveaux diplômes liés à ça, mais en tous les cas, c'est un impact vraiment positif pour le cadre de travail et l'évolution professionnelle des auxiliaires de vie. Donc ça, c'est un point. Je parlais des aidants familiaux. On a des familles qui habitent à 300 mètres parfois des maisons. Donc pour elles, avoir ces petites unités qui sont là, c'est vraiment une bénédiction. Et puis ça leur évite aussi, tout bêtement, de prendre leur voiture pour aller peut-être dans un EHPAD ou une résidence-service qui serait à 10 km en périphérie de la ville. Donc là, il y a un impact environnemental, qui a l'impact qui a déjà été décrit par ma confrère juste avant, qui est on reste en cœur de ville. Donc le fait de garder ces lieux, ces petites unités dans des quartiers où sinon il n'y aurait plus de personnes âgées, il n'y aurait que des familles qui habiteraient à un endroit, et puis les personnes âgées finalement on les relègue en périphérie de la ville. C'est un côté écologie aussi du lien territorial, et évidemment le but c'est pas juste qu'elles habitent là, mais ensuite c'est tous les liens qu'on peut créer avec le territoire. Donc c'est par exemple des visites des écoles ou des crèches voisines, du bénévolat de certaines personnes qui habitent à côté, évidemment l'intégration dans un écosystème médical et paramédical de la médecine de ville. Et voilà, et pas des moindres, pour moi, ce qui est fondamental aussi, c'est l'impact environnemental. Dans notre cas, on fait pour l'instant que de la réhabilitation de maisons existantes. Donc nous, on achète des maisons dans lesquelles vous avez 2 personnes qui habitent, qui sont beaucoup trop grandes pour eux. On les réaménage, on les isole, on met un chauffage avec pompe à chaleur et on loge 8 personnes dedans. Faire ça, c'est beaucoup plus vertueux. Je ne fais pas tout le calcul, mais vous l'avez forcément en tête que d'aller artificialiser les sols, couler du béton pour reconstruire un nouvel établissement. Et donc, alors on peut dire mais à l'échelle de la transition qui est devant nous, c'est quelque chose qui est massif, et c'est aussi, du coup, je parlais des réponses aux transitions, donc réponses aux transitions sociales, transitions environnementales, mais derrière, voilà, c'est aussi on parle beaucoup de crise du logement en ce moment.
Si on développe massivement l'habitat partagé, on apporte une première réponse, peut-être pas qui va pas répondre à tout le problème de la crise du logement, mais une partie du problème, en se transformant du bâti existant. Très bien. Je vous remercie. Alors, on a vu effectivement énormément de beaux projets avec des impacts positifs, mais il faut aussi se poser la question des conditions pour que ces habitats alternatifs, partagés, puissent répondre aux besoins des personnes fragiles. Alors, je voudrais me tourner vers Jawad Ajam. Vous êtes directeur du développement du Cintiq. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement à quelles conditions tous ces habitats alternatifs peuvent véritablement fonctionner? Quels sont les prérequis nécessaires? Alors, je ne vous entends pas. Je crois que vous n'avez pas mis votre... Voilà, c'est parfait. Je pense. Ouais, très bien, c'est parfait. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour ma non-présence physique. Là, je suis dans un bureau de la NGEN à Saint-Denis de la Réunion qu'on avait voulu me prêter pour cette conférence qui est passionnante, que je suis depuis un certain temps. On ne va pas vous plaindre, on ne va pas vous plaindre. La condition est très large. Non, je ne te demande pas, rassurez-vous. La question est très très large. Je ne vais pas apporter une réponse complète, je vais apporter une réponse qui est axée uniquement sur l'environnement architectural et sur l'environnement technologique. Ce ne sont pas que ces conditions-là qui sont essentielles pour que les projets réussissent, mais c'est des conditions qui peuvent agir pour accompagner. Finalement, les questions qu'on va se poser autour de ce type d'habitat, c'est comment est-ce qu'on va accompagner une autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne? Comment est-ce qu'on va accompagner des conditions de vie en sécurité, la possibilité de pouvoir intervenir quand il n'y a personne et qu'il se passe quelque chose et que ça peut être pertinent d'intervenir? Comment est-ce qu'on, et j'aurais dû commencer par ça, comment est-ce qu'on va contribuer avec un cadre de vie, avec des technologies à renforcer encore plus et améliorer une qualité de vie, donner du confort? Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il y ait, peut-être avec l'appui des technologies, mais sans exclure socialement, des outils qui permettent de communiquer? Comment est-ce qu'on va faciliter l'accès à un certain nombre de services en créant une interface qui permette cet accès-là? Comment est-ce qu'on va finalement adapter l'environnement, personnaliser l'environnement aux besoins du résident? Donc il y a plusieurs préalables. Je vais commencer par les préalables, parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis technophile, mais avec des limites. Les limites, c'est que le recours à la technologie, ça ne doit pas être quelque chose synonyme à une restriction de liberté. Que cette technologie, elle doit venir pour compenser, pour améliorer la qualité de vie, pour apporter de la valeur ajoutée. Qu'elle doit être consentie, qu'elle ne doit pas être intrusive et qu'elle doit surtout être là, non pas pour finalement influencer sur l'utilisation de ses capacités motrices, cognitives ou autres, mais qu'elle doit contribuer à les augmenter. Donner un GPS piéton à un non-voyant qui est très autonome dans les chemins qu'il utilise habituellement peut avoir un risque de limiter ce qu'il aura développé comme capacité pour se déplacer sans l'usage de cette technologie. Donc les technologies aujourd'hui, finalement, nous avons beaucoup de réponses, des réponses qui deviennent de plus en plus matures, qui vont couvrir l'environnement et qui vont apporter finalement des éléments de réponse sur toutes les thématiques dont j'ai parlé, avec le deuxième préalable, c'est que le logement doit être accessible, bien entendu, que le logement doit être adapté au locataire qui y vit et que le logement doit être localisé dans un environnement qui favorise l'inclusion sociale. D'accord, très bien. Moi, j'avais une question justement sur cette dernière, sur ce préalable de l'adaptation du logement, et je voulais
peut-être faire rebondir Guillaume sur le sujet, c'est-à-dire que, en fait, Guillaume, vous nous avez dit en gros, bon, il y a des logements disponibles, c'est pas la peine de construire, de couler du béton, ça nous permettra de tenir compte aussi de la transition écologique, mais quand on arrive dans une maison qui n'est pas configurée pour ça et où il faut faire un certain nombre d'aménagements, alors je pense effectivement aux aménagements accessibilité qui sont quand même financièrement très lourds. Guillaume, est-ce que ça, c'est pas un défi qui peut rapidement s'avérer impossible? C'est un défi, mais en fait, si à un moment donné on ne regarde pas le coût environnemental associé à l'autre option qu'est de construire, on n'a pas d'incentive pour relever le défi. On se dit toujours il faut construire. C'est un peu ce qu'on a fait, si je caricature, dans le secteur et dans d'autres jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, l'expérience montre qu'on arrive tout à fait alors c'est pas vrai dans toutes les maisons, mais donc quand on regarde les maisons, on les étudie sous cet angle, qu'on arrive à les réhabiliter. Alors il y a tout un débat en ce moment, enfin, il y a des discussions pour produire des normes de sécurité incendie et éventuellement d'accessibilité liées à l'habitat inclusif. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on met des ascenseurs PMR, on a des salles de bain PMR, mais on n'est pas exactement dans les normes ERP parce que c'est pour 8 personnes et qu'on n'a pas à s'y conformer et qu'en fait, il y a des normes plus souples qui sont en train d'être créées, mais qui sont en train d'être créées par les pompiers avec des garanties de sécurité incendie. Donc, voilà, par contre, par contre, évidemment, voilà, dans ces colocations, les gens n'ont pas forcément tous une chambre de la même taille, etc., mais tout en ayant des portes larges, des circulations, des salles de bain PMR et des ascenseurs. Donc, on peut tout à fait le faire. Après, il y a effectivement, selon la manière dont les maisons ont été construites, il y a eu pas mal de, moi, en tout cas en Ile-de-France, je visite beaucoup de maisons des années 70 qui sont quand même assez volumineuses avec des gros plateaux. On peut faire pas mal de choses. Et voilà, et il faut trouver après des investisseurs qui acceptent aussi ces coûts de réhabilitation parce qu'ils voient l'impact global de la chose. Évidemment, le lieu de vie, mais aussi l'aspect positif au niveau environnemental. D'accord, merci beaucoup. Je reviens à M. Ajam. Vous nous avez expliqué un certain nombre de préalables, justement, pour que ces habitats alternatifs partagés puissent fonctionner. Et vous avez... est-ce qu'on peut faire un état des lieux aussi des outils dont on dispose aujourd'hui pour répondre à ces besoins, aux besoins des personnes qui occupent ces habitats partagés ? Oui, bien sûr, avec le préalable d'un cadre architectural qui privilégie l'autonomie, la sécurité et l'accessibilité, aujourd'hui on a des outils qui sont de plus en plus agiles, de plus en plus faciles à installer, de plus en plus finalement en termes de modèle économique accessible, mais l'essentiel c'est qu'ils répondent bien à la demande. Donc on va pouvoir, à l'aide d'une table de chevet, connecter tout un environnement sans être obligé de refaire des travaux complexes de réhabilitation, puisqu'on va pouvoir mixer du filaire et de la radio et apporter des éléments de réponse qui vont être personnalisés. On va pouvoir graduer l'apport de la technologie en fonction du profil du locataire. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on arrive maintenant avec des solutions qui arrivent sur le marché qui sont de plus en plus matures et qui sont de moins en moins intrusives et de plus en plus simples à installer. Donc si on prend la question de la domotique ou du contrôle d'environnement, il y a aujourd'hui, en mixant le filaire, la radio, des réponses qui sont très très simples à installer. Il commence à y avoir des équipements du type capteur ou des équipements qui vont plutôt activer un acte et qui vont là aussi pouvoir être installés simplement et répondre à une demande. Mais encore une fois, il faut que ça vienne renforcer l'action de l'aide humaine et il faut que ça réponde, puisqu'une technologie qui est mal adaptée, finalement, elle va à contre-courant. Il faut que ça vienne répondre aux besoins du locataire, mais je pense qu'on est aujourd'hui dans des technologies, que ce soit le contrôle d'environnement, la domotique, des solutions de téléassistance qui ne sont pas forcément portées et qui ont aujourd'hui des taux de fausses alertes qui sont extrêmement faibles, des interfaces de communication avec l'extérieur. On commence à parler aussi de conciergerie numérique plus intuitive. On est sur des solutions qui aujourd'hui peuvent accompagner dans la mesure où ça s'inscrit dans un projet, et ils peuvent accompagner à des coûts acceptables. Très bien. Kevin Charras nous disait qu'il anime lui aussi, enfin qui dirige même lui aussi un Living Lab à Rennes sur vulnérabilité et vieillissement.
rappeler l'importance de permettre aux personnes justement de pouvoir un peu jouer le rôle d'expert, hein, c'est-à-dire avant de lancer un produit, une innovation, on va quand même vérifier auprès des personnes si ça fonctionne, ça marche, etc. Je sais que ça n'a pas toujours été fait. Est-ce que aujourd'hui c'est maintenant un préalable supplémentaire, c'est-à-dire de prendre en compte et de permettre aux personnes d'expérimenter un certain nombre d'innovations avant de le généraliser l'usage? Complètement. Peut-être juste avant de répondre à cette question-là, les exemples que je vous ai donnés, ce sont des exemples matures qui sont sur le marché. Ouais. Ce ne sont pas des exemples de solutions prototypes ou démonstrateurs. Bien sûr. Ouais. La méthode Living Lab, elle permet effectivement d'être en co-design, d'être en co-construction, d'impliquer l'utilisateur dans le développement de la solution et finalement de faire en sorte que la réponse qui est apportée, elle corresponde effectivement aux besoins. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous sommes en train de travailler en ce moment sur un projet de télergothérapie qui doit accompagner l'adaptation du logement en intégrant le bénéficiaire dans un environnement en réalité virtuelle. C'est un enfant de 8 ans qui porte des lunettes de réalité virtuelle et qui accompagne l'ergothérapeute dans la position où il aimerait avoir sa barre d'appui, dans la position à travers laquelle il veut rentrer dans la douche et la hauteur à laquelle ça doit être positionné. C'est-à-dire que, j'allais dire, l'implication du bénéficiaire ultime est une implication essentielle, mais on est à 2 niveaux de réponse. Il y a des réponses sur le marché aujourd'hui qui sont opérantes et opérationnelles, et il y a un développement qui est de plus en plus agile, qui est de plus en plus intelligent et qui permet de répondre à ce que je disais tout à l'heure, autonomie, sécurité, téléassistance, voire même pour certaines pathologies de la télésurveillance. Dans le cadre, vous avez peut-être entendu parler des centres de ressources de territoire. Là, on est dans de l'habitat individuel. Pour les centres de ressources de territoire, ça n'est pas un environnement avec plusieurs locataires qui partagent cet environnement, c'est des logements individuels. Chaque logement individuel dispose de son environnement technologique qui est adapté à chacun des locataires en fonction de ses besoins et en fonction de la priorité des réponses qu'il faut apporter en tenant compte des fragilités du locataire. D'accord, très bien. Une dernière question, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, sans doute que oui. Si on fait un peu de fiction et si on essaie de se projeter dans l'avenir et en tenant compte effectivement de ça existe aujourd'hui, mais pas uniquement, à quelle grande innovation technologique il faut s'attendre demain justement dans ce secteur de l'habitat alternatif? Alors, dans le secteur de l'habitat en général, je pense que ce qui est en train de se travailler aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le logement puisse être personnalisé et qu'il puisse finalement apporter une réponse individualisée au locataire sans être intrusif et adéquat, acceptable. Et quand aujourd'hui on conjugue l'ensemble des technologies qu'on peut trouver sur le marché, on arrive même dans un immeuble à partir d'une base qui est commune à un ensemble de locataires à personnaliser chacun des logements en intégrant les réponses technologiques qui vont renforcer bien entendu l'aide humaine, mais les réponses technologiques individuelles. Cette notion avant, on parlait d'accessible, puis on a commencé à parler d'adapté, après on a parlé d'évolutif, et aujourd'hui, je dirais même que ce n'est plus une fiction, mais que ça va aller un peu plus loin, c'est personnaliser les interfaces qu'on utilise, personnaliser les réponses technologiques qu'on va avoir, personnaliser finalement la non-intrusivité de ces réponses technologiques qui doivent d'abord être là pour l'autonomie, la sécurité et le confort. Très bien, je vous remercie. On va donner... Juste un dernier élément, j'en profite parce que je suis ravi de cette deuxième édition. J'ai eu la chance de participer à la première édition qui était déjà une vraie réussite et je voudrais saluer une personne que je ne vois que de profil là dans la salle qui est David Datreza pour la dynamique qu'il met en place autour du développement de cette union d'union et de son organisation. Et je pense que réussir dans un environnement, j'allais dire, contraint du médico-social et du sanitaire à faire en sorte qu'on puisse partager les idées et faire évoluer les innovations, il fallait bien que ce soit David qui le porte. Je vous remercie beaucoup.
Très bien. Eh bien, écoutez, on salue David. Je vais même lui demander à ce qu'on l'applaudisse juste une seconde. Merci à vous. Alors maintenant, on va essayer on va se tourner vers Théo Peton, puisque Théo Peton travaille pour le département de la Seine-Saint-Denis. Et en complément de tous ces projets d'habitat inclusif, le département soutient de nombreux projets de tiers-lieux. Alors, Théo Peton, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix de soutenir ces tiers-lieux qui peuvent apparaître un peu éloignés de ces fameux habitats alternatifs et partagés, mais en fait qui tournent un peu autour de la même chose, c'est-à-dire le lien, la création de liens entre les personnes, soit à une échelle habitat, soit à une échelle quartier. Pourquoi ce choix de soutenir ces tiers-lieux, Théo Peton? Alors le département de la Seine-Saint-Denis mène aussi une politique que je crois pouvoir qualifier de volontariste sur le développement de l'habitat inclusif, mais en effet, les élus départementaux ont souhaité, en complément, créer un réseau de lieux ressources dans la ville qu'on a appelé les tiers-lieux autonomie dans mon quartier. C'est deux actions qui sont complémentaires, parce que toutes les personnes âgées et les personnes en situation de handicap n'expriment pas forcément le souhait, n'ont pas forcément le besoin de mettre en place un projet de vie partagé et de partager du coup des temps de la vie quotidienne avec leurs voisins, voire avec leurs colocataires. Ce qui est aussi la promesse de l'habitat inclusif. Et on en a aussi une vision très large de l'habitat inclusif et de son développement en Seine-Saint-Denis, mais pour autant, évidemment, ça ne peut pas épouser l'ensemble des besoins. Cependant, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, sans vouloir parler à leur place, mais en tout cas, quand on a des échanges qu'elles expriment le plus souvent de manière assez consensuelle, je dirais, c'est de la nécessité d'avoir un logement qui soit confortable, un logement ordinaire, un chez-soi, comme ça a été dit, mais de pouvoir aussi profiter de tout un environnement de droit commun, de profiter de toutes les aménités du quartier, d'avoir des commerces, des services de proximité qui permettent tout simplement de se sentir bien aussi à l'échelle de son quartier, à l'échelle de sa ville. Et pour répondre justement à cet objectif-là, les élus départementaux ont souhaité développer ce réseau de lieux ressources. On les considère comme des points d'appui justement à l'inclusion dans la ville. Ce sont en fait tout simplement des lieux qui permettent de créer une interface entre la vie dans l'espace domiciliaire, dans l'habitat, et la vie dans les espaces publics. C'est des lieux de solidarité, des lieux de vivre ensemble, où on va pouvoir trouver une diversité d'activités collectives, de petits services, mais de permettre aussi des usages libres et indépendants, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'un tiers-lieu et de cette dynamique-là. D'accord, justement, est-ce que vous avez quelques exemples en tête que vous pourrez nous décrire pour qu'on prenne la mesure de tous ces projets ? Tout à fait, parce que évidemment, le terme tiers-lieu, il est extrêmement intéressant parce qu'il permet aussi d'exprimer toute la diversité, l'hybridité des choses qui peuvent être mises en place. Ce qu'on retrouve à chaque fois, ce sont des activités collectives, des services pour faciliter l'accès aux droits ou faciliter le quotidien, mais aussi toute une diversité d'usages libres. Et maintenant, pour rendre tout ça concret auprès des habitants, personnes âgées, personnes en situation de handicap, ou plus largement tous les habitants de la ville, en fait, ça se concrétise avec des identités associatives ou coopératives, parce que souvent le type d'acteurs qu'on est amené à soutenir, qui sont très différentes. Donc, si je peux citer un exemple, je vais penser par exemple à un café associatif qu'on a soutenu à Pantin. Voilà, on avait un collectif d'habitants qui souhaitait mettre en place un lieu de convivialité, à l'origine notamment dirigé vers les femmes, parce qu'en fait il y avait peu d'espace dans le quartier qui permettait aux femmes, âgées ou pas, de se retrouver. Et grâce au soutien des départements, il y a maintenant toute une programmation d'activités de prévention, d'activités collectives qui sont pensées ou en tout cas accessibles aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Je pense aussi par exemple à un autre projet sur un mode différent qu'on a pu soutenir dans la ville de Drancy. C'est un projet porté par là aussi un acteur de l'économie sociale et solidaire qui a en fait permis de transformer un ancien parking dans la ville en une véritable ferme urbaine. Il y a eu une serre, des bacs écologiques qui ont pu être produits, et grâce au soutien du département, on vient ajouter à ce projet écologique un projet social en permettant de mettre en place dans ce lieu des activités culturelles, sportives et différents services, en lien notamment en rapport avec l'alimentation, ce qui est évidemment un enjeu de prévention de la perte d'autonomie extrêmement important. Et je terminerai par un dernier exemple, où là on a été amené à travailler avec un bailleur social dans la ville de Sevran. C'est un bailleur qui disposait dans son parc de logements sociaux d'une résidence
où il y avait des rez-de-chaussée qui n'étaient plus utilisés, qui étaient même murés depuis longtemps à cause de problèmes de gestion. Grâce au soutien du département qui apporte des aides à l'investissement et des aides en fonctionnement pour ce type de projet, eh bien, tous les rez-de-chaussée ont pu être transformés. Il y aura des logements accessibles qui vont justement être le support d'un projet d'habitat inclusif pour des personnes âgées, mais il y aura aussi, par exemple, une épicerie sociale et solidaire, un atelier de bricolage et puis tout un espace polyvalent où il y aura des activités collectives à destination des personnes bénéficiaires de l'aide à la vie partagée, mais qui sera ouvert beaucoup plus largement dans une dynamique intergénérationnelle à tous les habitants du quartier, voire de la ville. C'est vraiment des lieux qui ont cette fonction de rayonner à une échelle locale et de permettre de recréer aussi de la cohésion sociale et intergénérationnelle dans les quartiers. Très bien. Alors on voit tous les bénéfices globaux de ces fameux tiers-lieux. Est-ce que malgré tout, vous avez des remontées justement des habitants et autour de la création de ces projets? Est-ce qu'on peut analyser, évaluer l'impact de ces fameux tiers-lieux sur le lien social à l'échelle de la société? C'est forcément partiel les retours d'expérience que je peux donner, parce qu'on a été amené à créer ce réseau en 2019, à soutenir les premiers lieux en 2020 et chaque année en fait on étend le réseau de lieux qu'on soutient, parce que l'objectif qui a été donné par les élus départementaux, c'est de pouvoir soutenir 30 lieux dans 30 villes différentes d'ici à 2025. Pour l'instant on en est à 14 et ce sont surtout des projets avec des actions solidaires qui sont menées, qui doivent pouvoir s'évaluer sur le temps long. Donc il y a notamment des études d'impact qui sont en cours de réalisation, mais ce que je peux dire en tout cas, en plus, au-delà des intentions que nous-mêmes on veut y donner, ce qu'on y voit parfois de manière plus qu'anecdotique, mais dans les échanges qu'on peut mener avec les personnes, les usagers de ces lieux, c'est que ce sont vraiment des lieux qui permettent aux personnes âgées de mieux participer à la vie sociale, de sortir de l'isolement, en discutant avec des professionnels, des équipes d'animation que l'on forme, que l'on accompagne pour avoir une oreille bienveillante dans les problématiques que peuvent rencontrer les personnes âgées et les personnes handicapées, mais surtout sortir de son isolement en rencontrant d'autres pairs, d'autres habitants du quartier, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation. C'est vraiment cette fonction-là première qu'on essaye de donner, en permettant de participer à des activités collectives, notamment qui peuvent être extrêmement diverses et que j'aurais presque du mal à illustrer, parce qu'en fait c'est tous les champs de la vie qui peuvent être concernés. Sortir de l'isolement et participer à la vie sociale beaucoup plus largement, parce qu'en réalité, c'est ça qui est intéressant dans un projet de tiers-lieu avec une gouvernance qui est nécessairement aussi coopérative, c'est que les personnes âgées elles-mêmes ou les personnes en situation de handicap ne vont pas simplement participer, voire être bénéficiaires d'une activité, elles peuvent aussi en proposer, en animer et faire aussi valoir leur savoir-faire, leur savoir-être aux habitants dans le quartier. Par exemple, on peut imaginer très bien des ateliers d'aide aux devoirs qui vont être menés par des retraités. On sait que tout le tissu aussi associatif et le bénévolat repose beaucoup sur les personnes âgées dans les territoires, qui ont beaucoup à donner aussi pour tous les autres habitants. Donc voilà, il y a ce premier retour. Et puis évidemment aussi un enjeu qui est important pour nous, c'est celui de pouvoir être acteur de son autonomie, de son vieillissement, en permettant tout simplement d'être accompagné dans son accès aux droits. On a dans les lieux que l'on soutient, on a souvent une présence d'écrivains publics, de la médiation numérique qui peut être mise en place. On met en place également des activités physiques adaptées, de la prévention sur comment est-ce qu'on adapte son logement, par exemple. Voilà, toutes ces choses finalement qui sont extrêmement importantes et nécessaires. D'accord, très bien, je vous remercie. On a bien compris que pour vous, Théo Peton, ces habitats inclusifs et ces fameux tiers-lieux que vous développez beaucoup, que vous soutenez beaucoup, sont vraiment des solutions d'avenir. Moi, je voudrais me tourner vers Chloé, puisque Chloé, effectivement, vous avez aussi, on pourrait évoquer la création d'un tiers-lieu. D'ailleurs, je veux bien que vous en parliez de ce fameux tiers-lieu à Lourdes, puisque pour montrer ce fameux lien entre habitat inclusif et tiers-lieu, c'est des choses un peu différentes, mais il y a une philosophie un peu globale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tiers-lieu et nous expliquer ce fameux lien peut-être entre habitat inclusif et tiers-lieu? Oui, alors nous, on a souhaité, enfin, le Club des 6 voulait aller plus loin dans l'accompagnement à l'inclusion, et l'opportunité s'est présentée à Lourdes, puisqu'on avait un espace qui était inutilisé au rez-de-chaussée d'une de nos colocations, donc.
on a questionné la mairie et les habitants et en fait voilà, on a créé ce tiers-lieu qui donne voilà, qui est co-animé par les colocataires et aussi des bénévoles qui sont donc extérieurs à la colocation, mais qui donnent des activités à nos colocs et qui leur donnent à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut organiser, qu'est-ce qu'on peut faire de ce lieu qui est ouvert. Chacun peut s'y impliquer à son rythme et on a créé un espace de coworking. Il y a différentes activités qui y sont proposées. Encore une fois, proposées par soit les bénévoles, soit les colocataires. Il y a des activités chants, des activités en tout genre. Ça participe à cette ouverture de l'habitat inclusif et à son rayonnement. À la création du lien avec les locaux. Et, tout à fait. Ok, très bien. Alors justement, Guillaume Desnaux, moi je voulais me revenir vers vous justement pour qu'on arrive à creuser un peu ce lien entre... Alors il ne s'agit pas de faire cette table ronde sur les tiers-lieux, mais au moins d'arriver à montrer comment ces deux notions, tiers-lieux, habitat inclusif, se répondent, du moins dialoguent. Pour vous, en quoi ces deux formes de réponse un peu alternatives sont des solutions d'avenir? Pourquoi selon vous ça? Moi, je pense que derrière ces deux solutions, on parle finalement de lien social, hein, il me semble, de recréer du lien social, que ce soit entre les personnes qui habitent ensemble, entre elles et leurs familles, ou encore mieux, avec une ouverture dans le cadre d'un tiers-lieu sur vraiment d'autres activités du quartier, du territoire. Donc, en fait, quand on y regarde de près, y compris à domicile aujourd'hui, l'isolement social aggrave tous les problèmes. J'apprends ça à personne ici, mais c'est aujourd'hui 10% des gens qu'on estime qu'ils soient malades ou pas, âgés ou pas, qui sont en isolement social. Donc on a un besoin impérieux de recréer du lien. Et en fait, ce lien, c'est vraiment la solution préventive à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup sans doute de perte d'autonomie qui seraient non pas évitées peut-être, mais retardées, ou avec des prises en charge qui seraient différentes si à la base il y avait plus de liens sociaux. Donc pour moi, toute cette logique de tiers-lieu rentre vraiment dans la logique préventive d'adaptation de la société à la transition démographique. Voilà. Et ce que je décrivais sur la promenade tout à l'heure, en fait, il y a énormément d'interactions sociales qui peuvent être créées, qui peuvent être gratuites, entre guillemets, et qui peuvent aider beaucoup à la prise en charge du grand âge. Mettre des crèches dans les EHPAD ou dans des tiers-lieux où on associerait ça avec des lieux de vie pour personnes âgées, ça, économiquement, on voit aucune différence dans le compte de résultat de la crèche ou de l'EHPAD, mais il y a une valeur sociale immense juste par les liens qui sont créés, à la fois pour les enfants, pour les personnes âgées, et aussi énormément pour les personnels qui travaillent. Donc en fait, voilà, on est vraiment dans cette logique-là où les 20 années qui sont devant nous sont une formidable opportunité de, non pas, je dirais, de gérer le poids, le fardeau du secteur du prendre soin comme on le présente souvent, mais de rendre la société plus soignante, de faire une société du care en fait. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'esprit des tiers-lieux, et je trouve ça très, très, très enthousiasmant, mais avec le petit bémol qui est que le temps passe malheureusement trop vite et que développer suffisamment de tiers-lieux d'habitat inclusif dans les 10 à 20 prochaines années est vraiment une gageure, et aujourd'hui on n'a pas encore tout à fait les outils de financement qui sont là. Voilà. Alors je vous remercie, ça me permet de transiter vers cette question que je voulais poser tout d'abord à Jawad Ajam. Comment favoriser justement le développement de tous ces lieux créateurs de liens, aller plus loin. Il y a évidemment la question du financement, hein, qui est, parce que tout ça c'est loin d'être magique. Est-ce que vous voyez d'autres défis justement pour développer ce type de lieux alternatifs? Comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Même si une dynamique est enclenchée, évidemment. Ah là, le micro ne marche pas. Voilà, j'ai enlevé le micro pour ne pas vous perturber. Ouais. Mais il y a une dynamique qui est bien enclenchée. Je suis absolument d'accord avec les derniers propos de Guillaume, et qui est de créer de la transversalité, de penser les projets de manière transverse, ouverte, de penser l'intergénérationnel, mais l'intergénérationnel intelligent, pas mettre des étudiants et les obliger à s'occuper de personnes âgées et que ça ne marche pas. Mais il y a aussi à commencer à penser le diffus, à commencer à penser le fait que
On peut rester chez soi tout en faisant partie d'un programme d'habitat partagé ou d'un programme de logement inclusif, qu'on peut à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un immeuble, mais d'un immeuble avec des logements qui vont être éparses, finalement bénéficier du même type d'encadrement global, aide humaine, techno, etc., qui vont favoriser ça. Il y a un projet en réflexion. Vous savez, si on prend des territoires comme la Corse, où on a des petits villages avec des personnes pour des questions X ou Y qui ne veulent pas quitter leur maison, pour lesquels c'est compliqué, mais aussi intéressant de recréer des liens et de faire des choses, sur un village de 3, 4, 500 habitants, à l'échelle de quelques centaines de mètres carrés, on va pouvoir finalement recréer une même dynamique, c'est ce que j'appelle les logements inclusifs diffus, recréer ça, créer un espace partagé qui permette de favoriser ce lien social, mais surtout faire en sorte qu'on prenne en compte les besoins et en facilitant au maximum ces ouvertures. Donc je crois que le maître mot aujourd'hui, c'est toujours bien entendu humanité et bienveillance, mais c'est surtout agilité. Et je pense que en ayant des professionnels formés, dynamiques, volontaires et une technologie de plus en plus éprouvée, on peut arriver à faire des miracles sans être obligé de finalement dépenser trop. D'accord. Guillaume, est-ce que vous partagez cette analyse-là? On peut faire beaucoup sans dépenser trop. Alors, je pense qu'on va, de toute façon, on va devoir, c'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de financement. Enfin, tout ne va pas se régler avec de l'argent, je suis bien d'accord, le lien social, etc., c'est pas le cas. Maintenant, j'observe juste que pour la partie rénovation, enfin, c'est le grand sujet, qu'elle soit énergétique ou adaptation au vieillissement du bâtiment, là, on sait quand même pas trop faire sans argent, et il y en a, il y a des financeurs qui qui abordent ces sujets. Donc je dis pas du tout que le verre est complètement vide, mais il y a sans doute des choses qui pourraient être faites, des prêts spécifiques, très long terme, des choses qui pourraient vraiment changer la donne pour beaucoup d'acteurs qui sont peut-être pas encore Ou si on prend l'exemple, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui développe des habitats partagés, dans le Beaujolais, et qui travaillait avant dans les crèches, et les dispositifs de financement des CAF qui ont été mis en place sur les 20 dernières années pour pouvoir répondre à la demande de crèche, et encore on n'arrive même pas à y répondre, sont sans commune mesure avec ce qui existe dans l'habitat partagé, où il y aurait beaucoup à faire. Très bien. Il y a la VP, etc., ça va dans la bonne direction, mais ça pourrait être grandement accéléré, parce que pour le coup, il y a des centaines de projets partout sur le territoire, portés par des gens très dynamiques, avec des intentions très bonnes, et en plus plein de professionnels qui rêvent d'aller travailler dans ces lieux. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de conditions réunies pour un développement massif. Très bien. Chloé, un mot justement sur ces conditions pour que justement ces dynamiques nouvelles, elles s'accélèrent encore. Il y a la question de l'ouverture, il y a la question des financements. Oui, pareil, voilà. Effectivement, il y a eu quand même des avancées depuis quelques années, notamment la reconnaissance de l'habitat inclusif qui maintenant existe hors du cadre médico-social. Après, comme l'a dit Guillaume, il y a le côté, l'AVP, pardon, excusez-moi. Il y a la progression aussi du montant de la PCH qui permet de mieux payer nos auxiliaires de vie, qui est passé de 17 € de l'heure en 2020 à 23 € en 2023. Donc voilà, en termes d'avancée, on peut voir toutes ces choses-là. Après, ce qui freine encore aujourd'hui, c'est justement certaines modalités de financement de l'AVP, parce qu'actuellement, l'AVP est octroyée à la signature du bail du colocataire, en tout cas je parle pour le Club des 6, et ça ne permet pas forcément d'organiser au mieux les séjours d'essai qu'on propose à nos colocataires, et pourtant c'est un des fondamentaux, c'est important pour les colocataires de voir si ça leur correspond, et puis pour les personnes qui sont déjà installées, c'est de mesurer aussi leur compatibilité. Donc voilà, peut-être des choses à revoir à ce niveau-là. Et puis après, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, mais développer des opportunités foncières, c'est aussi très important, parce que ça coûte assez cher, et voilà, il faut pouvoir permettre à des personnes, à tout le monde, de pouvoir accéder à des logements corrects.
Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie tous d'ailleurs, mesdames, messieurs. Nous avons bien pris la mesure donc, de la diversité des initiatives existantes en matière d'habitat alternatif, des 1000 manières de faire vivre cette fameuse société du lien, mais on va le voir de manière beaucoup plus détaillée dans notre dernière table ronde. Faire naître ces beaux projets, c'est aussi impliquer des acteurs, notamment sur le plan financier. Et c'est ce que nous allons donc découvrir lors de notre prochaine séquence. À tout de suite.